Salut à tous, bienvenue sur Studio Qualita. Vous commencez à en avoir l'habitude, chaque jour de nouvelles rubriques, de nouvelles émissions. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera le portrait de quelqu'un qui a fait son alia. Alors quelqu'un, c'est pas n'importe qui, on va en parler tout de suite. Il est à mes côtés, il s'appelle Laurent Lévy. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être venu. Voilà, parce que je sais que vous êtes occupé. Vous ne chômez pas dans la vie, on va dire. Donc Laurent Lévy, c'est difficile de résumer son parcours, mais c'est bien sûr le PDG fondateur d'Optical Center. C'est aussi le PDG et le fondateur d'une fondation extraordinaire qui existe à Jérusalem, Olam Areya, si je ne me trompe pas en hébreu. Mishkan Areya. Mishkan Areya, ben ça commence bien. Le temple de la vision. Le temple de la vision, ok. Il fait plein de choses, il a écrit un livre. Bon, bref, mais ce qui nous intéresse n'est pas tellement ce côté de sa personnalité, mais c'est surtout le fait qu'il a fait son alia. Alors, il est arrivé en Israël en 2005. Voilà. Et quand on est à la tête de 500 magasins d'optique, Optical Center pour ceux qui connaissent, eh bien, ça paraît un peu fou quand on se dit mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il vient? Qu'est-ce qui lui a pris? Est-ce qu'il y a un truc dans sa vie qui est arrivé? Parce que souvent on dit c'est facile de monter en Israël quand on n'a pas beaucoup d'attaches, mais quand on a des obligations, quand on est responsable de beaucoup de choses, c'est compliqué de venir. C'est faux? C'est vrai? Tout dépend. Tout dépend de votre mission. Moi, toutes mes attaches étaient en France, toute ma famille était en France, tous mes amis étaient en France et tout mon travail était en France. À l'époque, j'avais 120 magasins lorsque je suis venu. Et s'il y en a 500 aujourd'hui, c'est justement parce que j'habite à Jérusalem. Je crois que on dit ça paraît fou. Donc en fait, oui, l'alia, ça vous a boosté. C'est incroyable. Boosté. Mais c'est comme un arbre. On dit que l'homme est un arbre des champs, ce qui est écrit dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères. Donc, quand un arbre est planté sur la bonne terre, il donne des meilleurs fruits. Et je crois que je suis planté sur la bonne terre, sur ma terre, sur la terre des Juifs, en Israël. Alors, est-ce que vous avez eu quand même un peu peur ou une hésitation à venir? Qu'est-ce qui vous a déclenché vraiment? Non, ça a toujours été un projet. Ça a toujours été un projet. Je me suis dit, je vais travailler un peu en France. Et puis l'objectif, c'est quand même de rejoindre mon peuple, ma terre, etc. Parce que vous étiez en Israël il y a très longtemps. Non, je suis venu j'ai eu mon diplôme en 89. 90, je suis venu pendant 6 mois à Jérusalem pour apprendre l'hébreu et l'optométrie. Ce que j'ai fait. Après, je suis revenu en France. J'ai ouvert un premier magasin, puis un second, un troisième, etc. Et puis, le concept a plu aux consommateurs. Et donc, j'ai mis un peu plus longtemps pour venir. Et ensuite, en 2005, nous sommes venus avec nos enfants. Et voilà. Donc, il n'y a pas eu d'élément déclencheur? Non, ça fait. L'élément de. C'est sûr que plus on avance en Torah, plus on comprend un peu que le sens du monde et que on fait avancer son niveau de conscience, plus on a conscience que sa place est vraiment sur sa terre, quoi. Donc ça veut dire que c'est en fait vous avez fait tchouva, on va dire, en tout cas une démarche intellectuelle, peut-être vous êtes rapproché du judaïsme, de ses sources, et c'est ça qui vous a motivé à venir? Non, j'ai toujours été proche du judaïsme, évidemment, mais j'ai de plus en plus étudié. Voilà. Okay. Donc, pour moi, aller m'endormir le soir sans avoir évolué pendant la journée, spirituellement, c'est une journée perdue. Donc, j'apprends chaque jour. Bon, alors on a compris, vous êtes un homme d'affaires. Alors, faire son alia, c'est bien. Vous l'avez fait en 2005, on l'a dit. Mais une fois qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On se repose, on se relance dans les affaires, on observe? Ce que je conseille, c'est la première année de s'intégrer, d'apprendre l'hébreu, d'organiser sa femme, ses enfants, sa famille, ses cours, etc., son sport, enfin chacun avec ce qu'il a besoin de faire. Et puis au bout d'un an, de commencer à faire quelque chose. La première année pour moi, et puis une autre chose, c'est l'importance du collectif par rapport à l'individuel. Lorsqu'on vit en Europe, il y a 100 ans, il y avait 70% des Juifs qui habitaient en Europe. Aujourd'hui, il en reste 7%. Donc ça veut dire qu'on est vers la fin des Juifs d'Europe. La présence des Juifs en Europe, la France est un des derniers pays dans lesquels il reste encore des Juifs, pas pour longtemps je pense. Et ensuite, lorsqu'on évolue dans ces pays occidentaux, on pense à soi. On se dit, tiens, j'ai besoin de mon confort, de ma famille, de ma voiture, de mon machin, etc. On pense à moi. Et puis il y a beaucoup de my machin, mon truc, etc. Et lorsqu'on arrive en Israël, c'est le collectif d'abord. Qu'est-ce que je vais amener au pays? En tout cas, c'est votre démarche, ça a été la vôtre. Ça a été la mienne, mais je vois que les gens qui réussissent en Israël sont ceux qui sont dans cette démarche-là du collectif avant l'intérêt principal. Voilà. Et lorsqu'on pense, la Torah, regardez, la Torah, c'est quoi? C'est la meilleure des démocraties, c'est un comportement de vie, d'accord? Et dans la Torah, c'est le politique au service du peuple, et pas le contraire, comme ça dans les autres démocraties occidentales. Donc en fait, quand on applique ça dans une entreprise, c'est facile, parce que ce qui est vraiment important, c'est le client.
C'est pas les personnes qui sont là, c'est pas les directeurs. Je suis moi au service de mes directeurs, qui sont au service de nos managers, qui sont au service de nos opticiens, qui sont au service de nos clients. La finalité, c'est le client. Et pareil en politique, la finalité, c'est le peuple. C'est pour ça que Israël réussit aussi bien. Alors, ok, donc on a compris que quand vous êtes arrivé, vous vous êtes, on va dire, questionné, et peut-être que vous vous êtes demandé ce que vous alliez pouvoir apporter aux autres, apporter à Israël. Oui. Alors donc j'ai rencontré Uri Lopolensky, qui était le maire de l'époque à Jérusalem. Et, donc là, on est encore en 2006 ? On est en quelques 2005, mois après. Quelques mois, je suis arrivé, j'ai posé un peu les valises. Okay. Tout ça. Après, donc j'ai rencontré le maire. Je lui ai dit qu'est-ce que je peux apporter. Voilà, donc le maire de Jérusalem, hein, pour ceux qui. Oui. Voilà, okay. Il m'a dit écoute, il y a un grand problème, c'est que les gens ne voient pas clair, ne savent pas qu'ils ne voient pas clair, puisque les enfants. Et il y a 30% d'échecs scolaires qui sont dus à une mauvaise vision. J'ai dit ok, je vais envoyer des optométristes dans les écoles pour mesurer la vue des enfants. Et puis ceux qui auront besoin de lunettes et qui ont les moyens, ils auront acheté leurs lunettes chez les optométristes et les opticiens du coin. Et ceux qui n'ont pas les moyens, on leur offrira les lunettes. Et ça commence, c'est parti comme ça d'une idée. Et puis c'est devenu... donc ça m'a pris 1 an pour monter la fondation Optical Center à Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est une institution très forte dans la ville. On peut dire qu'à Jérusalem aujourd'hui, la fondation a 10 ans aujourd'hui. On a donné des... Merci, on a donné plus de 150 000 lunettes, je crois. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'à Jérusalem, tout le monde voit bien, ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas. Ouais, alors il faut rappeler, donc vous venez de le dire, mais c'est à peu près, la fondation, c'est entre 20 000, 22 000 paires de lunettes, on va dire, gratuites, offertes à ceux qui en ont besoin, et grâce au dépistage que vous avez mis en place. Alors, est-ce à dire qu'en Israël, il n'existait pas de dépistage scolaire ? C'était sporadique, c'était parfois oui, parfois non. Et depuis quelques années, il y a une association qui s'appelle Nathalie, c'est le nom de l'association, qui s'est mis en place et qui doucement arrive à rentrer dans les écoles et faire ce travail de dépistage, ce qui est très bien. Dans toutes les écoles d'Israël, ou vous parlez que sur Jérusalem ? Je sais que ça existe sur Jérusalem, mais je ne sais pas si ça existe dans tout Israël. D'accord. Ishouvim compris ? Ishouvim compris. Ishouvim, nous, on lance la semaine prochaine un camion qui va faire toutes les implantations de Judée et Samarie pour pouvoir aller à la fois détecter la vision et l'audition. On a mis en place un brevet spécial pour pouvoir se rendre justement dans les implantations et mesurer la vue et l'audition de chacun et pouvoir leur offrir les appareils sur place. Oui, on n'a pas parlé des appareils auditifs, mais en plus des lunettes, vous avez mis au cours ces dernières années en place un programme pour donner des appareils auditifs. 1200 appareils auditifs sont distribués chaque année à ceux qui en ont besoin. Donc j'imagine que c'est fait en collaboration avec la mairie qui vous donne des listes des gens qui n'ont pas les moyens, ou comment ça s'organise ? Non, on a déterminé avec la mairie, avec le service social, les services sociaux, des critères de pauvreté. Et puis les personnes arrivent à la fondation, ils ont tout un tas de papiers à amener pour montrer leur niveau de vie. Une fois qu'on accède à la fondation, ce qui est compliqué, à ce moment-là, on a le droit et aux appareils auditifs et aux lunettes. Alors, on va dire que c'est une grande œuvre de philanthropie, ce que vous avez fait avec cette fondation. Il n'y a pas eu beaucoup de philanthropes francophones, à part Rothschild. Non, il y en a, mais on les connaît pas forcément. Ils sont discrets, la tête. Non, il y a beaucoup de donateurs francophones. Mais j'ai pas dit donateurs, j'ai dit vraiment des grands philanthropes qui ont vraiment aidé de façon très significative Israël. Il y en a beaucoup. Il y en a, et il y en a de plus en plus. Regardez où on est aujourd'hui. Exact. Ouais. Ok. Alors ça, c'était pour, on va dire, le début de votre alia, la fondation. Mais après, vous êtes intéressé, on va dire, au volet social de ce qui existe en Israël. Vous êtes intéressé au vide, entre guillemets, ou je ne sais pas si c'est bien amené, mais en tout cas à la culture. Ce que vous pourriez amener d'un point de vue culturel à Jérusalem. Alors ensuite, avec les années, j'ai bien compris ce qui se passait, quel était l'enjeu. Une fois qu'on arrive en Israël et qu'on a intégré, c'est quoi le next step ? C'est quoi le coup d'après ? Et le coup d'après ici se passe au niveau de l'unité du peuple. Il y a encore beaucoup trop de séparation entre les juifs orthodoxes, ceux qui sont pas du tout religieux, ceux qui sont ashkénazes, qui viennent d'Europe du Nord, ceux qui sont séfarades, qui viennent des pays du Maghreb. Et puis entre les gens aisés et les gens moins aisés, et puis entre les Éthiopiens et puis les Yéménites. Enfin bref, on parle sans langue. Vous avez été choqué à Jérusalem. Vous êtes arrivé ici on parle sans langue, et je vois chacun dans son coin comme ça, les Russes ensemble, les Français ensemble, etc. Et j'ai dit, c'est sympa,
Mais c'est le moment de créer une unité forte entre nous tous. Plus l'unité sera forte et plus le pays sera invincible. Et on pourra faire venir voilà, le Messie comme il se doit. Ah, vous avez une grande vision. C'est la vision de la Torah, tout simplement. Alors justement, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'aller dans ce sens et de réunir les gens? Alors j'ai étudié quels sont les moyens qui touchent l'âme pour pouvoir prendre conscience de s'unir aux autres. Il y en a plusieurs. D'accord. Donc le Gaon de Vilna a écrit dans les années au XVIIIe siècle qu'il y avait 7 sagesses qui touchaient l'âme vraiment, l'anatomie, la grammaire, la physique, chimie, etc., la musique. Et le plus haut, c'est la musique. Donc la musique touche l'âme. C'est pour ça que vous avez 100% des êtres humains. Sur 7 milliards d'êtres humains, il y a 100% d'entre eux, tous, qui aiment la musique. Tout le monde vous dira « j'aime la musique ». Vous ne rencontrerez jamais personne qui vous dira « j'aime pas la musique ». Par contre, chacun avec son style, en fonction de comment l'âme ondule dans son corps. Il faut que ça vibre à l'unisson, avec les mêmes fréquences. Bref, donc pour unir les gens, il fallait trouver un concept autour de la musique. Donc j'ai mis 3 mois pour écrire ce concept-là. Et j'ai développé à Jérusalem un centre qui s'appelle Kikar HaMuzika, la place de la musique, dans lequel il y a tout un tas d'activités autour de la musique, dans le but d'unir le peuple, d'accord, pour mieux servir l'humanité. Alors ça, je crois que le Kikar HaMuzika, on va dire que ça s'appelle comme ça, ça date de combien de temps et comment vous avez fait pour le mettre en place? Parce que c'était toute une aventure quand même. Ça a bouleversé le quartier du centre-ville, ça a amené une animation nouvelle. Puis en plus, vous avez rajouté un musée. Bon bref, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ça s'est fait facilement avec les autorités de la ville? Non. J'adore. Non, ça ne s'est pas fait facilement. Ils n'ont pas été sympas pourtant. Ils ont été très sympas. Ah. Toute l'équipe de la municipalité de Jérusalem a été très sympa, adore le projet. Alors là, on avait changé de maire, c'était Nir Barkat. C'était Nir Barkat, ouais, okay. Nir Barkat aime le projet, il n'y a pas de doute, etc. Seulement, je n'ai pas attendu les autorisations pour construire. Ah oui, non, mais vous êtes mal comporté, là. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. On a reçu d'ailleurs avant-hier l'autorisation de l'autofest Arbaz qu'on appelle. Vous êtes lancé dans ce projet alors que tout le monde est au courant sans les autorisations. Sans les autorisations, on a fait. Mais vous êtes fou, oh oui. Non, en fait, c'était la seule façon. Et tout ça, le maire dit, si vous n'avez pas fait comme ça, le projet n'aurait jamais eu lieu. Donc c'est la même personne, et en fait, on est tributaire d'une bureaucratie qui ne fonctionne pas, dans laquelle ils sont tous conscients. Ils sont 7000 à la mairie, 2 fois trop. Donc 2 fois trop, mais ils vous le disent tous, mais chacun il a peur pour sa place globalement. Voilà. Et pourtant, il y a beaucoup de beaux projets qui sont faits à Jérusalem. La ville se développe super bien, très bien, etc. Mais je pense qu'on peut encore améliorer. Bon, c'est la place, c'est le rôle des politiques, et je leur souhaite bonne chance. Alors, on sait que vous ne vous cachez pas d'habiter à Jérusalem. Comment vous êtes perçu en France, en Europe, puisque vous travaillez même récemment au Canada, par les autres, le fait d'être à Jérusalem, de dire que vous avez une fondation à Jérusalem et de continuer à avoir une activité commerciale importante, ça vous nuit? Non. Ça ne me nuit pas. Ma priorité, c'est toujours de donner plus aux clients, plus de services, plus de qualité, plus de meilleurs prix, de donner tout ce qu'on peut donner vraiment. Et moi, à mes opticiens, à mes audioprothésistes et à nos clients, c'est notre priorité. Mais les concurrents? Les concurrents nous admirent et nous haïssent. D'accord. Bon, comme souvent. OK. Ouais. Okay. Donc, c'est pas un sujet, quoi. Alors, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent, mais qui n'ont pas forcément de gros moyens pour faire leur alia, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire comme travail, parce que malheureusement, ces derniers mois, ces dernières années, c'est quand même le nerf de la guerre, venir en Israël, oui, mais comment faire pour vivre, pour manger, pour nourrir sa famille? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Oui. Au sein d'Optical Center, nous, on a permis, en ouvrant des magasins en Israël, on a permis à ceux qui travaillaient en France et qui voulaient s'installer en Israël de venir travailler chez nous. C'était ma dernière question, vous m'avez devancé. OK, voilà, donc il y en a, voilà. Donc il y en a beaucoup qui sont venus et puis voilà, les magasins commencent à ouvrir en Israël et puis chacun va rejoindre s'il le souhaite. Ensuite, il y a l'équivalence des diplômes, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que vous les avez aussi aidés à faire le pas au niveau à travailler On a travaillé pendant 2 ans. Benjamin Koskas, qui était à la fondation et qui dirige Optical Center en Israël, a travaillé pendant 2 ans à la Knesset pour mettre en place l'équivalence pour l'optique. On y est arrivé avec un stage à la fondation. Maintenant, on s'occupe des audioprothésistes. Et puis, l'équivalence des diplômes d'abord, c'est la porte d'entrée. Ensuite,
ceux qui n'ont pas de travail en France, ceux qui n'ont rien à perdre, on va dire, ou un travail en France, retrouveront un travail ici. Il y a du travail en Israël, il n'y a pas de chômage. En Israël, il n'y a pas de chômage. Vous êtes dans un pays où... Mais la vie est de plus en plus chère, c'est pas toujours simple. Le shekel monte, l'euro descend, et les prix immobiliers montent puisqu'on ne construit pas assez par rapport au nombre d'habitants. Donc plus on reste en France, plus c'est compliqué de venir. Ok, mais ça on le savait déjà depuis longtemps. Donc oui, ils gagnent sûrement plus en France, mais à la fin ils peuvent moins venir parce que le shekel est la monnaie la plus forte. Vous savez que les Japonais placent en shekel parce que le shekel est bien meilleur que le yen, ce qui est incroyable. Incroyable. Ah, non, la force de ce pays sont les habitants. Donc le conseil que vous donneriez aux gens, c'est malgré les difficultés... Si vous pensez collectif, et vous dites, avec mes talents, avec mon savoir, ma culture française, mon raffinement, tout ce qu'on a appris en France, etc., je vais pouvoir amener encore plus au pays. Si vous jouez collectif, alors vous gagnerez plus. Si vous jouez perso, vous perdrez. Comme au foot. Donc c'était juste une dernière question. Vous venez d'ouvrir il n'y a pas très longtemps des magasins d'optique. Il n'y en avait pas en Israël de marque Optical Center, c'est nouveau. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que certains disent mais c'est immense, c'est des grands magasins, si ça ne va pas marcher. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'habite là, au bout d'un moment, ça m'a démangé. J'ai attendu 10 ans avant d'ouvrir ce que je sais faire, d'accord. Donc, numéro 1, d'accord. Donc, pouvoir offrir aux Israéliens, d'accord, le savoir-faire d'Optical Center. 2, permettre à ceux qui veulent faire l'ALIA de venir travailler ici. 3, les lunettes étaient très chères en Israël et il fallait trouver quelque chose de moins cher pour les clients, quoi. Voilà. Ok. Vous êtes content? Très content, très content. Ça se développe bien. Et puis les gens commencent à comprendre l'importance de la vision, de la vue. Voilà, c'est la santé, quoi. On parle de leurs yeux. Alors qu'avant, c'était un bien de consommation low cost et puis basique, avec des belles photos, mais rien derrière. Là, aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose de sérieux. Juste pour terminer, Laurent Lévy, quelle est l'image de votre alia, à vous, personnel, qui vous a marqué, qui vous reste en tête, à laquelle vous pensez? On a toujours un petit comment vous dire, une petite image, quelque chose qui nous reste au fond de nous, auquel on se rattache et qui nous donne de la force pour les jours sans. La joie. C'est-à-dire? La joie. C'est un pays joyeux, c'est un pays qui sait vivre, c'est un pays où tout est une fête. Il y a des fêtes tout le temps. Il n'y a pas un soir où j'entre à la maison, il n'y a pas un orchestre, il n'y a pas, une culture un peu de satisfaction. Les gens sont contents, de bénédiction, les gens vous bénissent. Voilà, vous marchez dans la rue, les gens vous bénissent. Il y a des festivals de partout. Enfin, c'est un pays de fête, quoi. C'est un pays qui vit dans la joie. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On sait vivre. Et bien, sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci d'être venu. On vous dit à bientôt, puisque vous intervenez dans les forums Qualita. On vous voit de temps en temps. Vous êtes le bienvenu pour revenir nous parler de vos projets. Voilà, quand vous voulez. C'était Laurent Lévy pour Alia Story sur studioqualita.com. Merci d'être resté avec nous. À bientôt.